studio de Marketing Space à Paris. Ça va être dur. Je vais le mettre. Là, je fais ça. Voilà, donc du coup, je suis arrivé avec Rémi. Salut Rémi. Salut, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va super. Et toi? Très bien, très bien. Et alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de parler des piliers. Enfin, moi, j'ai 4 piliers dont je parle souvent en fait dans mes vidéos pour réussir à l'indépendant. Et on a une discussion intéressante. Et justement, j'avais envie de te demander, c'est quoi pour toi un des piliers pour réussir en tant que consultant indépendant? Parce que quand on est consultant salarié, souvent on a une grande expertise, ça fait 15-20 ans qu'on fait ce métier, mais quand on passe d'une posture de salarié à une posture d'indépendant, eh bien il faut changer de posture en fait. Il y a tout un tas de challenges. Et c'est quoi pour toi une des clés pour réussir ce changement de posture? Pour moi, la principale chose qui se passe, en fait, le très gros changement qu'il va y avoir entre le passage au salariat et à l'entrepreneuriat ou l'indépendance, si je puis dire, c'est qu'il va falloir tout faire maintenant. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir potentiellement une personne qui va s'occuper de la vente, une personne qui va s'occuper du secrétariat, une personne qui va s'occuper de je ne sais quoi. C'est vrai. Il va falloir que vous soyez capable de porter plusieurs casquettes. Et on pense que c'est facile, entre guillemets. Enfin, il y a des gens qui trouvent ça a priori simple. En réalité, c'est très compliqué. L'autre point aussi qui est à mon avis extrêmement important, c'est d'arriver à ne pas se sous-vendre. Alors ça c'est un point qui... Parce que ça arrive mais tellement souvent que je voulais le répéter, même si j'espère que vous qui nous regardez maintenant, vous ne vous sous-vendez pas. Mais c'est un point stratégique, c'est-à-dire que les gens quand ils démarrent dans l'entrepreneuriat ou dans un travail indépendant, ils se disent pour aller chercher le client, il faut que je casse les prix. Et ça c'est une erreur stratégique et fondamentale. Déjà ça vous dévalorise, ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est pas en cassant le marché que vous allez vous sortir des marges suffisantes pour pouvoir vivre. Donc vous allez vous rentrer dans un cercle vicieux qui va vous obliger à vendre toujours pas très cher et du coup... toujours plus pour quand même réussir à vivre. Exactement. Du coup, vous allez être en prospection permanente. Vous n'allez pas être assez potentiellement, alors ça dépend de votre métier, mais vous n'allez pas être assez au contact de vos clients existants. Ouais. Ça peut être très problématique parce qu'il faut bien comprendre que quand on est salarié, il y a une structure autour de nous. Ça fonctionne à peu près bien normalement, sauf dans certains cas. Mais quand on est tout seul, on est tout seul. Alors il va peut-être y avoir quelqu'un de votre famille qui va vous aider, etc. de temps à autre. Mais il va vraiment falloir être capable de trouver des solutions pour porter ces différentes casquettes. Ouais. Et puis surtout, quand là tu parles du sujet du prix, justement, de ne pas se sous-vendre. Et moi je vois aussi une erreur assez fréquente, je ne sais pas si tu constates ça, c'est qu'au tout départ, on passe d'un mode salarié à un mode indépendant, mais on garde l'état d'esprit en se disant « avant je gagnais tant en tant que salarié, demain je veux gagner tant en indépendant, donc je fixe mes prix en fonction de ce que je veux gagner ». Alors qu'en réalité, si on fait ça, on arrive très vite à un taux horaire ou un taux journalier. Et du coup, c'est une grosse erreur parce qu'on lie finalement le temps passé à la valeur, au prix que l'on va demander. Et du coup, on se limite naturellement en termes de chiffre d'affaires. Erreur classique. C'est marrant parce que ma compagne, on s'est battu pendant très longtemps là-dessus. Elle est indépendante aussi, elle crée des corsets et des robes de mariée. Et ça existe, c'est encore le cas aujourd'hui un petit peu. Elle me dit oui, mais je vais pas vendre ma robe plus de 2 000 € parce que j'estime qu'il y a tant d'heures de travail et que ça serait trop. Et je lui dis mais attends, ce n'est pas tes heures de travail que tu vends, c'est le produit final, c'est l'expérience. En plus, un mariage, c'est purement le moment de la vie de quelqu'un où c'est complètement irrationnel. On est capable de mettre des sommes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arnaquer ses clients, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un mix entre ce que vous allez mettre comme heure de travail sur votre prestation, votre produit-service, et ce que la personne derrière va recevoir. En fait, ce qui est important, c'est la valeur du produit ou du service que vous offrez. Qu'est-ce que ça peut apporter à votre client? Et du coup, ça peut être des millions d'euros peut-être, que sais-je. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tiens, je vois qu'il y a Morgane aussi qui est arrivée. Ça pourrait être intéressant de lui poser la question. Un live en direct. Un live en direct. Parce que moi j'avais vidéo. Un live en direct, tu vois, parce qu'il y a des lives rediffusés. D'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Il y a plein de choses comme ça, effectivement. En fait, il faut arriver vraiment à comprendre quelle est la valeur que vous apportez à votre client et mettre un prix par rapport à ça. Pas par rapport à vos concurrents, pas par rapport à votre taux horaire. Le concurrent, ça peut vous donner une idée des tarifs du marché, en fait. Mais si vous proposez mieux qu'eux, pourquoi vous seriez au même tarif ? Non, puis surtout, le client, à mon sens, n'achète pas la différence par rapport au concurrent. Ce qu'il achète, c'est la valeur que lui, ça va lui apporter, le résultat que ça va lui apporter. Et c'est vous souvent. Souvent, il y a une chose aussi importante, c'est que quand vous êtes indépendant, coach indépendant, etc., c'est vous qu'on achète. C'est votre expertise et la façon que vous avez de vendre votre produit et service et de travailler. Tiens, et j'ai une question pour toi, Morgane. Au tout départ aussi, on parlait du fait que quand tu passes d'une posture de salarié à une posture d'indépendant, il y a justement un changement de posture à opérer. Et si tu devais donner une des clés quelque part pour réussir en indépendant et de ne plus être dans ce mode finalement de salarié où tu dois développer toi-même ton activité, ce serait quoi la clé que
pour toi tu voudrais partager? Il faut travailler le personal branding à fond. D'accord. Quand tu es en entreprise, t'as pas forcément besoin de le faire. Enfin, tu le travailles différemment, plus sur, on va dire, tes compétences que tu fais dans la boîte, mais t'as pas besoin d'être identifié vraiment en tant que tel parce que les gens ils te connaissent. Alors que quand tu es indépendant, tu te vends toi. Ouais. Et donc pour se vendre soi, il faut accepter de se mettre déjà en avant. Moi, c'est quelque chose, par exemple, qui a été très difficile pour moi de me dire il faut que je mette ma tête sur mon site. C'est pour ça aussi que j'ai commencé avec les podcasts à la base, hein, parce que c'est la solution de facilité. Tu vois pas ma tête. Ouais, le personal branding, le fait d'accepter de se mettre en lumière, le fait d'accepter de montrer aux gens ce qu'on sait faire aussi, et de communiquer vraiment en direct avec ses prospects, avec ses clients, sans se cacher derrière une marque aussi. Ouais. Moi, venant d'une entreprise, j'avais vraiment l'habitude d'être derrière des marques. Là, en fait, la marque, c'est toi. Donc, il faut que tu acceptes de mettre ton visage, ton nom en avant, tes compétences, que tu te dévoiles un petit peu, que tu donnes plus que quand tu es salarié ou quelque part, tu es protégé parmi tout le monde. Et c'est pas toi que tu vends finalement. Ouais, je comprends. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Il y a une question de Stéphane qui me fait bien rire. Rémi, vas-tu créer une formation sur la fiscalité en France? Tu as l'air bien informé sur le sujet. Et toi, David, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Quels sont pour toi les points importants vraiment pour développer sa marque, sa notoriété, etc. Alors pour moi, un des points essentiels, et surtout quand on démarre, quand on se lance, c'est un peu le sujet du moment sur lequel effectivement moi je suis à fond, mais c'est le fait d'utiliser finalement une des ressources, un trésor que l'on a tous et auquel qu'on n'utilise pas suffisamment, c'est le réseau finalement. On a tous un crédit de confiance vis-à-vis d'un certain nombre de gens autour de nous. Et bien souvent, quand on se lance, on n'ose pas l'utiliser. Et on a cette ressource-là, finalement. On n'a peut-être pas de ressource d'argent. On dit peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps, et donc c'est une ressource aussi, le temps. Mais par contre, on a une ressource qui est le réseau à notre disposition. On est assis sur un trésor et souvent, on ne l'exploite pas suffisamment. Réseau personnel, réseau privé, réseau en ligne aussi. Quel que soit le réseau. La seule chose, effectivement, derrière, c'est de pouvoir finalement aller volontairement, de manière proactive, utiliser, développer ce réseau et faire en sorte de faire des demandes aussi, de demander de l'aide. Parce que quand on commence à vouloir aller vers le réseau, il y a beaucoup de gens qui ont peur finalement de dire ouais, mais moi, je vais demander de l'aide, j'aime pas ça, etc. Je vais avoir quémander. Ils ont l'impression de quémander alors qu'en fait, s'ils le font correctement, c'est pas du tout ça. En fait. Est-ce que toi, quelqu'un vient t'aider? Est-ce que quelqu'un va te demander si tu peux l'aider à faire quelque chose? Est-ce que tu vas lui dire oui ou est-ce que tu vas lui dire non? Je vais lui dire en principe, oui. Et d'où aussi l'importance du réseau. Oui, tout à fait. Parce que finalement, tu vas pouvoir rentrer plus facilement, notamment sur des grands comptes. Moi aussi, j'ai eu des grands comptes. Oui. Finalement, je les ai soit en répondant à des appels d'offres, mais avec d'autres plus grosses boîtes qui me mettent dedans, ou soit avec le réseau. Oui. Ils vont pas venir me chercher moi toute seule, finalement, comme ça, par hasard. Ouais. Ça va être parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ou quelqu'un m'a vu, m'a recommandé, enfin voilà. Et pourquoi selon toi, la recommandation, la mise en relation, ça fonctionne aussi bien en fait? Parce que tu as une relation de confiance que tu n'aurais pas... ne pas tomber par hasard sur un prestataire ou sur une entreprise, ça change tout en fait. Ouais. Si tu as... Tu vois, moi par exemple, je suis experte web marketing. Oui. J'utilise quasiment rien du web marketing depuis 4 ans que j'ai ma boîte. Ah bah bravo. Parce que je fonctionne que en réseau et bouche-oreille. Ça aurait été très bien. Et du coup, j'en profite là pour du coup je termine la vidéo. Et sur le sujet du réseau, j'organise jeudi prochain une conférence en ligne avec Olivier Marie, qui est un maître Jedi du réseau, pour partager justement avec vous comment il a réussi à mettre en place une méthode pour faire en sorte que 100% de son business vienne de son réseau. Aujourd'hui, finalement, il n'a plus besoin de prospecter, il ne fait aucune prospection sortante. 100% de son activité est générée grâce à son réseau parce qu'il a fédéré autour de lui des acteurs de qualité. Il va partager justement sa méthode avec vous. Donc, si vous voulez pouvoir participer à cette conférence qui, je pense, va être juste géniale, vous pouvez vous inscrire. Soit, en fait, le lien est en haut dans le statut Facebook, sur YouTube, le lien est dans la description vidéo. Et j'ai hâte de pouvoir vous parler en direct et de vous présenter Olivier lors de cette conférence. À très bientôt. Puis d'ici la prochaine fois qu'on se reparle, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour. C'est la fin de la vidéo.